Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème le conflit et plus particulièrement en fait comment résoudre le conflit avec une tierce personne. Voilà, vaste sujet qui a sûrement été couvert beaucoup de fois sur le net, mais j'espère par ma façon de voir les choses que peut-être en fait ça aidera ceux qui regardent ou celles qui regardent en fait à mieux comprendre en fait comment fonctionne le conflit. Oui, comment ils font. Voilà, il y a une discussion. En fait, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Voilà, c'est la discussion avec entre canards. Bon, bah oui, voilà. Qui eux, pour le coup, sont en paix. Ils ne sont pas en conflit. Bon voilà, donc du coup, oui, je disais, j'espère qu'en effet, ça permettra à celles et ceux qui regardent cette vidéo en fait d'être mieux éclairés sur en fait comment fonctionne un conflit et où est-ce qu'il d'où il tire sa source et par conséquent comment mieux le résoudre. Voilà. Alors dans un premier temps, j'allais plutôt être enclin à dire que chacun s'accordera à dire que eh bien le conflit comment dire, on en remet toujours on en remet toujours la cause à l'autre et la responsabilité. Et de ce fait, en gros, quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est toujours l'autre en fait qui a tort et qui est responsable d'eux. Et en réalité, il n'y a rien de mieux pour entretenir un conflit, parce que tant que la responsabilité en fait est remise systématiquement à l'autre, bien il est évident qu'on ne prend pas sa part de responsabilité. Et pourtant vous allez voir que à travers cette vidéo, la part de responsabilité en fait elle est du 50-50 et même si ce conflit comment dire, ce n'est pas vous qui l'avez personnellement démarré, vous n'en êtes pas comment dire à l'origine. De toute façon ça revient au même et je vais vous expliquer pourquoi en fait ça revient au même, pourquoi le conflit en fait vous en êtes autant responsable que l'autre et quelle est cette part de responsabilité. Et pourquoi cette part de responsabilité? Vous allez voir que c'est hyper simple, parce qu'il faut en premier lieu partir du principe qu'en fait l'autre, que ce soit vous qui démarriez le conflit ou l'autre, de toute façon il y a conflit entre deux personnes dès lors qu'il existe déjà un conflit en soi. Donc la guerre entre deux personnes, c'est en fait pour commencer une guerre avec soi-même. Donc elle n'est révélée en réalité que par l'autre. Et si c'est vous qui êtes en fait qui avez amorcé, si je cherchais le terme, c'était amorcé. Même si c'est vous qui avez amorcé comment dire le conflit, de toute façon, et que l'autre du coup est en conflit avec vous, en fait il est d'abord en conflit avec lui-même ou avec elle-même, et vous êtes en conflit aussi avec vous-même. Voilà, donc déjà on va commencer là-dessus, parce que ce sont les véritables bases en fait qui rendent les choses de manière plus lucide. Et en fait il n'y a pas 100% de responsabilité chez l'un ou chez l'autre, c'est 50-50, puisque de toute façon l'un amorce le conflit. Et finalement, si le conflit existe chez vous, c'est que à la base vous n'en étiez pas conscient, mais le conflit n'attendait qu'en fait qu'une amorce
n'attendait qu'un révélateur pour se révéler en vous. Et donc en fait ce conflit existe maintenant en vous de manière révélée, de manière consciente. Et ça c'est important de le savoir. C'est important d'en prendre conscience. Parce que finalement, vous n'avez plus vraiment besoin de l'autre pour régler le conflit. Vous pouvez le faire avec vous-même. Et c'est ça en fait le plus important. À partir du moment où la guerre cesse en vous, la guerre cesse automatiquement à l'extérieur de vous, dans la relation à l'autre, tout simplement. Alors il ne s'agit pas pour régler un conflit évidemment d'utiliser les vieilles méthodes qui existent déjà, les ressources en fait que l'ego utilise déjà pour s'en sortir, hein, c'est-à-dire que bien souvent, généralement, les vieux ressorts sont, quand il y a un conflit avec l'autre, sont comment prendre de l'ascendant ou du contrôle sur l'autre en fait pour réveiller davantage de peur de façon à obtenir, de façon à avoir le dessus. Alors ça, c'est pas du tout, on résout rien, hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On le résout momentanément, mais de toute façon, le conflit ressortira d'une autre manière. À partir du moment où, en effet, on cherche à contrôler quelqu'un, de toute manière, c'est pas du tout naturel. On ne devrait pas avoir, de toute façon, on ne devrait pas avoir, c'est pas ça. C'est que l'ego a systématiquement parfois le besoin de dominer l'autre pour justement avoir la paix. Et c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est un système qui, à la longue, finit par être remis en cause de toute façon un jour ou l'autre. Et de nouveau, le même conflit éclate 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. L'autre moyen, eh bien, c'est, comment dire, le moyen de la fuite. Voilà, donc là, en fait, on ne cherche pas à se confronter à la personne. Et là, évidemment, on comprend bien que là, on ne résout rien du tout. Hein. Alors là, on laisse même, en fait, les choses se faire. Et finalement, le conflit est un conflit qui devient, en fait, comme une... comment dire, qui va s'amplifier de toute façon. Même si la personne qui fuit le conflit refuse justement la confrontation ou les explications ou quoi que ce soit, mais on est bien d'accord que dans la fuite, de toute façon, plus on fuit quelque chose, plus l'autre est capable en fait de prendre de l'ascendant. Donc en fait, on résout rien là non plus dans la fuite. C'est même pire que tout, puisque souvent quand on se tait ou qu'on ne dit rien, l'autre a l'impression qu'on est d'accord avec lui, et finalement c'est totalement faux. On reste dans une apparence, et qui ne dit mot consent, c'est vraiment ça qui se passe dans la tête de l'autre, hein. C'est qu'à partir du moment où en effet on n'oppose pas un avis contraire, parce qu'on n'est pas capable de faire autrement que d'être dans la fuite. Encore une fois, c'est un système. Eh bien, on ne résout absolument rien. De toute façon, ça n'est que partie remise, exactement comme dans le problème de la domination. En général, dominant et fuyant vont ensemble. La personne a l'impression, en effet, d'avoir eu le dessus sur l'autre et a le sentiment d'avoir raison, à partir du moment où, en effet, personne ne lui oppose quoi que ce soit, un avis contraire. Et voilà. Donc, et puis il y a la troisième version qui est la soumission. Alors là, évidemment, la soumission, eh bien, comme on le pense, eh bien évidemment, l'un essaye de dominer l'autre, et finalement, et donc il faut forcément un qui soit soumis dans la domination. Et encore une fois, c'est un système, c'est une façon de fonctionner, et ça ne marche pas non plus, puisque dans la soumission, encore une fois, on essaye de garder un sentiment de sécurité dans la relation, et en fait, ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon, c'est toujours à son détriment, et un jour ou l'autre, de toute façon, compter sur l'ego pour se rebeller, et que le soumis, en fait, essaye de dominer à son tour, ou essaye de se rebeller. Donc, et ça ne fonctionnera pas, parce que il faut d'abord comprendre qu'on est dans la soumission, et que de soumission on passe à rébellion,
mais que c'est encore une fois un système qui ne résout rien, puisque on cherche de toute façon exactement la même chose que l'autre, c'est-à-dire un jour ou l'autre à le dominer. Donc je vous rappelle que je bois beaucoup en parlant, parce que j'ai eu un cancer des amygdales, et du coup, ayant eu une radiothérapie, je manque de salive. Donc on comprend bien dans ces histoires de domination, de soumission, de fuite, là-dedans, en fait, il n'y a aucune solution possible. Ça n'est que des solutions temporaires que l'ego essaye de trouver, des astuces, des tactiques, mais qui en fait ne règlent absolument pas le problème, puisque de toute manière, le problème n'est pas chez l'autre, le problème est toujours chez soi. Donc s'il y a conflit entre deux personnes, ça veut dire qu'il y a d'abord la guerre avec nous-mêmes, et donc elle se matérialise avec l'autre. Ce qu'il est important de reconnaître aussi, c'est qu'à partir du moment où en effet on sait mettre fin au conflit intérieur qui existe en nous, on met forcément fin au conflit qui s'est matérialisé entre nous et quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Et ça évite d'ailleurs de perdre beaucoup de temps avec les psys. Parce que, on reconnaît dès lors que la responsabilité n'est pas à 100% chez l'autre, mais qu'elle est bien à 50% chez soi et à 50% chez l'autre, et non pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même. Voilà, donc en fait, si à un moment donné vous rentrez en conflit avec quelqu'un et que ce conflit en fait extérieur existe, eh ben c'est bien que donc il existe, ça n'est que le miroir d'un conflit intérieur qui vient de naître. Alors peut-être n'était-il pas présent avant, et en fait c'est souvent un problème de méconnaissance de soi ou d'inconscience, c'est-à-dire qu'il faut en effet parfois des expériences, il faut même souvent des expériences, à moins d'être plongé souvent dans la méditation. Eh bien il faut en effet, c'est par le truchement des expériences, ce que souvent les conflits internes se révèlent. Voilà. Il faut bien en effet que quelque chose le manifeste, et quoi de mieux que la réalité, que le réel, pour en fait nous permettre en fait de nous découvrir au fur et à mesure. Et forcément, eh bien, découvrir que le conflit existe en nous, eh bien, c'est une découverte, comme découvrir que de voir un canard passer sur l'eau vous rend joyeux, ben, c'est une découverte aussi. Seulement dans l'un, ça ne vous pose pas problème, dans l'autre, ça vous pose un problème. Et c'est là toute la différence, c'est que dans l'un, en fait, c'est pas du tout appréciable, alors que dans l'autre, ça l'est. Donc l'ego cherche toujours en fait à trouver une résolution, parce qu'il déteste en fait, il déteste les choses qui sont désagréables et cherche en effet les choses qui sont très agréables. Donc à partir du moment où en effet on reconnaît que le conflit est d'abord chez soi et que l'autre n'en est pas la cause, il en est juste l'amorce, le révélateur, eh bien déjà on gagne énormément de temps. Voilà. Donc on ne cherche pas à composer avec l'autre, ce qu'on va faire c'est se tourner vers soi-même et essayer de voir comment résoudre ça. Donc bien souvent évidemment l'origine de tous les conflits et même de tous nos problèmes en général et en particulier, l'origine est toujours la peur. Donc quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est souvent parce que l'un en fait a peur de quelque chose, et donc qui fait naître chez l'autre la peur une autre peur en fait finalement. La peur n'est pas forcément semblable chez l'un comme chez l'autre. C'est-à-dire que l'un peut avoir peur de ne pas être assez aimé, et chez l'autre peut surgir la peur d'une perte de confiance par exemple. Voilà. Et comme les peurs ne sont jamais évoquées et transmises de façon claire, bien souvent en fait on passe à côté, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en capacité de pouvoir pointer du doigt en fait quelle est la véritable peur. Sinon ça ira encore plus vite. Mais c'est pas le cas, c'est que souvent
on couvre la peur avec d'autres problèmes, d'autres périphrases qui en fait ne parlent pas du cœur du sujet. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est important finalement de revenir à soi, parce que bien souvent l'autre, par méconnaissance de lui-même, peut ne pas connaître véritablement l'origine du vrai problème, quelle est la véritable peur qui est sous-jacente. Donc du coup, comme on ne peut pas connaître l'autre mieux que soi, eh bien il vaut mieux en effet se tourner vers soi, parce que on aura plus facilement de réponses. Comptez encore une fois sur des vidéos que j'ai déjà faites, il me semble, qui parlaient de la sagesse intérieure. On a tous et toutes une sagesse intérieure, et qu'à un moment donné, quand on se tourne vers elle, eh bien on finit par obtenir des réponses. Voilà. Et la méditation est un support pour obtenir ces réponses, entre autres. Mais si on se tourne vers soi pour essayer de regarder comment en effet fonctionne le conflit, d'une manière, j'allais dire, plus pragmatique et plus concrète, eh bien il n'y a qu'à regarder en fait les pensées qui vous animent. Donc les pensées, les sentiments qui vous animent vont traduire en fait la façon dont vous vivez l'autre et la manière dont vous vivez vis-à-vis de l'autre. Et ça c'est très important. Il y a à la fois, comment dire, la façon dont le mental se représente l'autre, et il y a à la fois aussi la manière dont le mental vous représente vous vis-à-vis de la situation. Et quand on commence à mettre ça sur une feuille, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui vous harcèlent vous concernant, quelles sont les peurs qui vous harcèlent vous concernant, quelles sont les pensées en fait qui sont dirigées vers l'autre, et quelles sont les pensées qui sont dirigées vers vous vis-à-vis de cette situation, eh bien c'est toujours une manière de pouvoir... ah oui, la famille Canard qui s'est rapprochée. C'est toujours une manière de pouvoir faire le point avec vous-même. Ensuite, eh bien voilà, quand on a écrit toutes ces pensées sur une feuille, eh bien il s'agit en effet de chercher la vérité là-dedans. Or, prenez toujours comme appui les vidéos précédentes que j'ai faites sur l'origine et la naissance de la souffrance, voilà, qui dit qu'en effet, chaque pensée émise par le mental, de toute façon, n'est que pur mensonge, dès lors que la pensée vous fait souffrir et ne vous libère pas. Donc cherchez en effet quelle est la vérité entre les lignes du mental, parce que le mental, dès lors qu'il assène ses vérités, on va dire, ou plutôt ses mensonges, de toute façon vous apercevez que la souffrance se pérennise. Dès lors que la souffrance se pérennise, c'est que vous pouvez être certain que toutes les affirmations de votre mental sont des élucubrations et une perception absolument tronquée de la réalité, une perception absolument tronquée de vous-même vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de la relation. L'important, c'est en effet de pointer du doigt la peur sous-jacente, de décortiquer toutes vos pensées, et encore une fois, lorsque l'on trouve la vérité, en fait, elle vous libère absolument de la situation. C'est un exercice de style, je le reconnais, c'est-à-dire qu'au début, c'est pas du tout évident. On a tendance à croire le mental de manière inconditionnelle, et c'est une erreur, parce que on pense que le mental est, comment dire, on peut s'appuyer dessus pour faire des calculs, on peut s'appuyer dessus pour échafauder une stratégie, on peut s'appuyer sur le mental pour comment dire, fabriquer quelque chose, construire quelque chose, et à partir de ce moment-là, on s'imagine que ce que vous dicte votre mental est absolument certain et absolument sûr, est absolument fiable, on peut s'appuyer dessus. Or ça, c'est une erreur, c'est justement là le contraire, c'est qu'il n'y a rien de plus subjectif que les perceptions d'un mental. Donc c'est pourquoi il est important de noter toutes les pensées concernant une situation et notamment un conflit. Encore une fois, ce que l'on pense de l'autre, ce que l'on pense de soi vis-à-vis de l'autre, et ensuite essayer de trouver la vérité. Et encore une fois, il y a une méthode. Une méthode, donc je disais, une méthode en effet que comment dire, que j'ai rédigé dans mon livre, que j'espère qu'il va paraître. Je cherche un éditeur, et
Et voilà, et cette méthode est vraiment très simple et elle permet en effet de faire dégringoler toutes les certitudes du mental, toutes les croyances du mental, toutes les pensées du mental une à une, de façon à en effet retrouver la paix. Mais l'important dans cette histoire, c'est finalement le point de départ des choses, c'est en fait apprendre à se poser les bonnes questions. Et pour apprendre à se poser les bonnes questions, il faut commencer en fait finalement à douter de la version que vous donne votre propre mental de cette situation. Si vous arrivez à vous détacher de chacune de ces pensées concernant la réalité, enfin la réalité perçue par le mental de cette situation, alors du coup ça veut dire que vous commencez petit à petit à douter de la manière dont vous êtes en train de percevoir les choses. Et ça, c'est un bon point de départ. On ne peut avancer, il est impossible d'avancer, il est impossible de changer si vous continuez à persévérer, à croire absolument à la version que vous donne votre mental concernant ce qui se passe entre vous et quelqu'un d'autre et entre vous et vous-même. Donc ça, c'est le point de départ très important. Commencez à avoir un doute sur ce que votre mental vous assène. Et là, en fait, c'est le point clé où vous allez en fait pouvoir commencer à vous poser des questions. Et la question, en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer que le questionnement ou le re-questionnement ou la remise en question, vous appelez ça comme vous voulez, est d'une puissance phénoménale, puisque c'est elle en fait qui ouvre les portes sur des réalités en fait bien plus vastes que vous ne pouvez l'imaginer. Donc c'est important à savoir parce que c'est le point de clé de tout. C'est Bouddha le disait lui-même, changer c'est apprendre, et la clé en fait de tout ça, c'est bien changer. Je vous rappelle juste quand Bouddha était assis comme un ascète qu'il était à ce moment-là, se privant de nourriture à l'extrême, etc., pour endurer la souffrance du corps, pour en fait fortifier la puissance de l'esprit. Il en était donc arrivé à des extrêmes concernant le corps, c'est-à-dire très peu de nourriture, juste de quoi se tenir en vie, peut-être même pas debout d'ailleurs. Et c'est quand il a entendu un maître de musique passer sur le fleuve qui dit « Tends trop la corde et elle casse, ne la tends pas assez et aucun son ne sort ». Il a compris qu'il y avait un juste milieu entre ce qu'il avait vécu dans l'opulence qu'il avait vécue et l'ascétisme extrême dans lequel il vivait à ce moment-là. Il a compris qu'il y avait un juste milieu. Et à partir de ce moment-là, il a compris qu'il en a fait la voie du milieu. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment donné, en entendant ce maître de musique, il a commencé en fait à comprendre qu'entre la corde qui est trop tendue et celle qui ne l'est pas assez, il y a un juste milieu. Il s'est juste rendu compte qu'il était passé à l'extrême et que d'entendre ça, ça lui a fait réaliser la situation dans laquelle il était, et cela lui a permis de changer. Il aurait pu ne pas en effet percevoir ça et ne pas changer d'attitude et continuer dans son ascétisme extrême, et peut-être serait-il passé à côté de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il était à l'écoute à ce moment-là, il était ouvert au changement, et finalement cette phrase a révélé quelque chose de profond pour lui qui lui a permis de changer. Et dans ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre, c'est que pour arriver à changer une perception de la réalité et donc à changer une perception du mental, eh bien la première des choses, c'est de commencer en fait à douter de la version en question que le mental vous assène. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous commencez à douter de cette version-là, alors il est possible de commencer à voir surgir des questions, et les questions entraînant des réponses, les réponses entraînant d'autres questions, et les questions entraînant d'autres réponses. Et c'est ainsi que, avec peut-être un petit peu de méditation, et d'ailleurs la méditation peut être simplement remettre sur le tapis le sujet du conflit tous les jours sur la feuille, en vous mettant en face de vos propres pensées. Et à bien un moment donné, de toute façon,
les efforts payent toujours. Il y a bien un moment donné, en effet, où il va se passer quelque chose. Et comptez sur votre sagesse intérieure pour pouvoir, en effet, vous aider dans cette démarche. Voilà, donc pour résumer, il est important de réaliser que un conflit peut être amorcé par vous-même ou une tierce personne, mais quel qu'en soit l'amorce ou le révélateur, de toute façon, si le conflit naît en vous, c'est qu'il existait déjà, mais vous n'en étiez pas conscient, vous ne le saviez pas au moment où avant que ça arrive. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à interagir, poser des questions. N'hésitez pas à laisser des messages sous la vidéo. N'oubliez pas de liker et de me retrouver sur Facebook et de visiter mon site. Voilà, je vous souhaite une agréable journée sur cette belle image, puisqu'il y a un canard qui vient de me rejoindre. Je trouve ça toujours sympa. Et je vous souhaite une agréable journée et un bon travail sur vous-même. Ciao!